On connaît l'astronome qui nous a fait aimer les étoiles, mais on connaît un peu moins le pédagogue qui forme ceux et celles qui enseigneront à nos enfants demain. Aujourd'hui, on reçoit Pierre Chastenay, professeur titulaire et directeur de l'unité de programme de premier cycle en éducation préscolaire et en enseignement primaire du département de didactique de l'UQAM, pour discuter de la grande refonte du bac en enseignement. Et les enjeux sont grands. Une récente étude du CRIFPE parle d'une chute de 39 du nombre d'inscriptions dans les programmes universitaires en enseignement entre 1996 et 2018 et un taux d'abandon des personnes inscrites autour de 45 en moyenne. Dans ce contexte-là, et considérant les grands défis en éducation, revoir la formation initiale m'apparaît primordial. Pierre Chastenay, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, je vous en prie. Monsieur Chastenay, je l'ai parlé, vous avez revampé le programme en enseignement préscolaire, en enseignement primaire pour la prochaine rentrée. 2 questions très simples. Pourquoi, puis quels sont les grands changements? Pourquoi? En fait, la première raison, c'est la publication en 2020 par le ministère de l'Éducation d'un nouveau référentiel de compétences professionnelles pour la profession enseignante, qui est un nouveau guide, dans le fond, de ce que devait être la formation des futures personnes enseignantes. On tourne toujours un petit peu autour des mêmes contenus, mais il y avait quand même des choses suffisamment différentes, dont, entre autres, une compétence qui est soutenir le plaisir d'apprendre chez les élèves, qui m'apparaît, moi, très importante, qui a été ajoutée. Qui n'était pas donc, là avant? Ça a... Pardon? Elle n'était pas là avant? Non, ça n'existait pas sous cette forme-là, ou en tout cas, c'était pas dit de manière aussi explicite que ça l'est dans le nouveau référentiel. Et donc, ce nouveau référentiel-là nous a amené à réfléchir à la façon d'adapter notre programme à cette nouvelle réalité-là. Et compte tenu aussi du fait qu'il y avait eu de grands changements dans la composition des classes au préscolaire et au primaire au cours de la dernière décennie, on sait que le nombre d'élèves avec des plans d'intervention a augmenté de façon assez importante. Et donc, on s'est dit, profitons de cette occasion-là pour revoir l'ensemble de la formation, l'ensemble de l'approche programme, puis on verra où ça nous mène. Ça a été 3 ans de travail. C'est beaucoup de travail de coopération avec les personnes enseignantes, les départements, l'institution elle-même. Et le milieu toujours universitaire le ministère aussi qu'on consulte à l'occasion. C'est vrai. Et le monde universitaire n'est pas reconnu pour sa grande rapidité d'ajustement et d'adaptation dans le temps. Je ne le dis pas comme une critique, plus que comme une observation. Est-ce que ça a été un long fleuve tranquille ou ça a été quand même laborieux à faire? Non, ça a été un long fleuve tranquille dans le sens où on a eu la collaboration et la coopération de toutes les personnes qu'on a consultées. Puis ensuite, là, il y a tout un processus administratif qui est peut-être plus lourd à l'UQAM qu'ailleurs, quoique je ne peux pas comparer parce que je ne sais pas comment ça marche ailleurs, mais à l'UQAM, on est beaucoup dans la concertation, la collaboration. Et moi, je dois dire, et c'est un petit peu dommage, c'est que c'est la fin de mon mandat. Mon mandat de directeur se termine le 31 mai prochain. Donc, je suis un peu comme Moïse. Hein, j'ai amené le peuple élu jusqu'au fleuve Jourdain, mais je ne peux pas franchir le fleuve. Ce sera quelqu'un d'autre qui prendra la direction. Je l'ai nommé en introduction. Les défis sont très grands. Ils sont grands à la formation. Les statistiques sont pas toujours reluisantes là, par rapport au taux de décrochage des étudiants universitaires qui font la formation. Et les défis sont extrêmement grands au quotidien pour l'enseignant en classe. Voilà. Les principales modifications ou orientations qui ont vraiment changé dans le nouveau programme, vous les résumeriez comment? En fait, il faut rappeler que c'est un programme de 120 crédits, donc c'est 4 années universitaires. On a aussi un programme à temps partiel qui s'étale sur 6 années. On pourra peut-être en parler brièvement tout à l'heure. Donc, 4 années universitaires, 120 crédits. On doit former à 2 champs d'enseignement qui sont distincts, parce qu'on forme pour le préscolaire et pour le primaire. Puis le préscolaire et le primaire ont chacun leur programme de formation qui est distinct, qui est différent. Puis on doit aussi former des personnes généralistes qui enseignent le français, les mathématiques, l'art plastique, culture et citoyenneté québécoise, sciences, technologies, univers social. Le régime pédagogique au préscolaire et au primaire, il est extrêmement chargé. Donc, chacun des 120 crédits est très en demande au sein d'un programme comme le nôtre. Et on doit faire des arbitrages, c'est clair. Le compromis auquel on est arrivé, puis que je vous décris là, dans les prochaines minutes, c'est essentiellement un programme où on a construit l'approche programme en calquant l'évolution ou le cheminement de nos étudiantes et de nos étudiants sur le cheminement des élèves eux-mêmes qui arrivent en maternelle et qui ensuite passent au premier cycle, au deuxième cycle et au troisième cycle. Donc, à l'intérieur de nos 4 années de formation, la première année, elle est consacrée aux premiers apprentissages, un peu comme pour des élèves qui arrivent en maternelle. Je suis pas en train de dire qu'on va traiter nos personnes étudiantes comme des élèves de maternelle. La première année va servir à mettre en place les fondamentaux de l'éducation. Donc ça veut dire des cours de fondement en mathématiques et en français, qui sont les matières les plus importantes dans le régime pédagogique.
On ne se comptera pas d'histoire, mais c'est vraiment là-dessus que les personnes enseignantes doivent insister. Et puis, toute la première année est consacrée à l'apprentissage au préscolaire. Donc, le stage 1, qui est à l'hiver de la première année, ça va être un stage au préscolaire. Puis, on trouve ça important parce qu'il y a une chose que l'on réalise peu, c'est que tout le programme de l'éducation préscolaire, il est basé sur l'apprentissage par le jeu. Et on a l'impression qu'avec les jeunes enfants, c'est correct, mais dès qu'on arrive au primaire, le jeu, il faut l'évacuer. Alors que nous, on pense que en mettant en place, déjà en première année de formation de nos personnes étudiantes, une approche où le jeu est central dans les apprentissages des élèves, c'est quelque chose qu'ils vont garder avec elles et avec eux au cours des années suivantes. Est-ce que derrière ça, il y a l'idée aussi de... Parce que ce qu'on entend des fois dans le réseau en général, de la part des enseignants, entre autres, c'est à quel point les jeunes, des fois, n'ont pas la capacité de planification, d'organisation, le contrôle de leurs émotions. Puis aussi de leur montrer que c'est pas parce que tu es en 5e, 6e année que tout ça est acquis, puis c'est une progression et que ça vient avec autant le jeu que le développement, entre autres, des habiletés socio-émotionnelles des jeunes, mais ça commence à 5-6 ans jusqu'à 25 ans, mais ça arrête. C'est pas à 12 ans que c'est mature. Ça va jusqu'à 63 ans, si vous voulez mon avis. C'est intéressant ce que vous dites, puis ça revient à ce que j'allais vous présenter donc pour la 2e et la 3e année. La façon dont on a construit le cheminement, il y a des cours qui étaient normalement des cours de 3 crédits qu'on a scindés en cours de 1 et 2 crédits. Okay. Et quand on arrive en 4e année, avec nos stages que je vais vous décrire tout à l'heure, on a des communautés de pratique. Et au sein de ces communautés de pratique-là, qui réunissent des personnes professeurs, des personnes chargées de cours et des personnes étudiantes qui sont en stage, on revient sur ces contenus-là. Donc, il va y avoir encore des crédits de sciences et de technologie à l'intérieur de ces communautés de pratique. Et là, les personnes étudiantes qui sont en stage, qui vivent une difficulté ou qui veulent mettre en place certaines choses, pourront en parler au sein de la communauté de pratique avec des experts, des spécialistes, puis dès le lendemain, mettre ça en place dans leur classe. Donc, cet aller-retour-là entre la théorie et la pratique, en 4e année, va être extrêmement intense. Ben oui. Et ça vous montre aussi que dans notre approche un peu spiralaire de l'éducation, on revient sur des contenus, sciences, technologies, univers social, gestion de classe. On fait de la gestion de classe au préscolaire primaire en première année. On y revient pour la gestion de classe au primaire, qui n'est pas du tout la même façon d'aborder des questions de gestion dans un autre cours de 2 crédits. Donc, vous voyez, on a vraiment morcelé les contenus de telle manière à y revenir et les approfondir à chaque fois. Mais la gestion de classe, c'est un thème intéressant parce que autant on peut additionner les connaissances, autant il faut les mettre en pratique pour comprendre leurs limites, pour comprendre soi-même individuellement quelle est notre approche peut-être avec laquelle on est la plus à l'aise et qui a le plus d'impact. Revenir, les communautés de partage de pratiques, c'est extrêmement puissant justement pour faire cette démarche de rétroaction-là puis se remettre en question. Absolument. La gestion de classe, c'est un des plus gros enjeux de tous les enseignants et surtout de ceux qui commencent dans la profession. Est-ce que le nouveau programme ou le programme revampé, au-delà de ce que vous venez de dire, va, vous pensez, permettre aux nouveaux enseignants d'être encore peut-être plus à l'aise ou meilleurs plus rapidement? On espère que oui. En tout cas, on accorde plus de crédits à la gestion de classe dans le nouveau programme qu'il y en avait dans l'ancien programme. Puis il faut dire aussi que dans l'ancien programme, le cours de gestion de classe, il apparaissait, si je me souviens bien, en 3e année. Oui, c'est loin. Or, ça fait déjà 2 ans que nos étudiants sont avec nous, qui vont en stage, qui sont donc en pratique directement avec les élèves. Arriver avec la gestion de classe aussi tard, ça nous paraît comme un non-sens. Alors que là, on va aborder des questions de gestion de classe au préscolaire en première année. On y revient, si je me souviens bien, en 3e année dans notre programme, dans le nouveau programme. Et on va y revenir en 4e année dans le cadre des communautés de pratique, où là, il va y avoir un dialogue entre la théorie et la pratique qui est très, très fort. Pour revenir sur cet élément de dialogue entre la théorie et la pratique, dans le nouveau programme, les stages 1, 2 et 3 de l'année 1, 2 et 3 vont être à l'hiver. Et on trouvait ça important de les mettre à l'hiver parce que ça permet, durant l'automne, de couvrir des éléments théoriques qui sont importants puis qu'il faut que les étudiantes et les étudiants s'approprient. Et tout ça trouve, dans le fond, son application directe dans le stage qui va suivre. Historiquement, le bac en enseignement préscolaire primaire était la formation privilégiée par une majorité d'adultes pour obtenir le brevet d'enseignement. C'est vrai. En 2026, on a plus de 10 000 enseignants non légalement qualifiés dans le réseau. On a créé des maîtrises qualifiantes, on a créé des programmes rapides menant au brevet. Maintenant, on est officiellement qualifié dans le réseau quand on est inscrit dans une formation rapide, sans même le diplôme, là, au niveau du ministère. Est-ce que vous pensez que la refonte va permettre de régler certains de ces enjeux-là, des formations trop rapides,
qui, oui, donne des outils aux adultes, mais pas assez, parce que 4 ans, on ne peut pas le remplacer par 15 crédits non plus. Là. C'est clair qu'on a un problème au Québec de personnes qui ne sont pas suffisamment qualifiées pour enseigner, mais en même temps, c'est ça ou personne dans la classe. Alors, il faut aller au plus pressé. Nous, la décision qu'on a prise au sein du programme, c'est de créer en parallèle du programme à temps complet, donc 4 années universitaires, on a créé un programme à temps partiel qui est la même approche programme. Ce sont les mêmes cours dans le même ordre, sauf qu'ils sont offerts à raison de 2 cours par trimestre, sur 3 trimestres par année, automne, hiver, été, et ils sont offerts le soir et la fin de semaine. Mais l'idée derrière ça, c'est de permettre à des personnes qui sont justement des enseignantes et des enseignants non légalement qualifiés de venir suivre une formation universitaire qui va les mener au brevet d'enseignement. Et pour respecter leur capacité leur capacité d'apprentissage, parce que ces gens-là travaillent, ils ont des familles, on ne peut pas leur demander de faire 4 ou 5 cours par trimestre. Non. Ça, c'est notre réponse au sein du programme EPEP à cet enjeu des personnes enseignantes non légalement qualifiées. Puis d'ailleurs, pour ces personnes-là, les stages sont remplacés par des pratiques supervisées. Donc, on accepte les contrats que ces personnes-là ont déjà. Souvent, ce sont des contrats à temps plein durant une année scolaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les voir dans leur classe. On va faire des supervisions dans leur classe. Et puis, si ces gens-là sont capables de nous démontrer le développement de leurs compétences selon les attentes de chacune des pratiques supervisées, ben, elles continuent de cheminer dans le programme. Et puis, on s'assure comme ça d'avoir un minimum de supervision et un minimum de survol académique sur la formation de ces gens-là. Et là, moi, je vais faire une pierre deux coups avec ma dernière question. On parle à l'homme de science, on parle d'intelligence artificielle à tous les jours dans tous les milieux. Comment est-ce que l'intelligence artificielle s'insère dans le programme qui forme nos futurs enseignants et dans leur vie à eux aussi comme professionnels après? Comment vous avez géré cette nouvelle réalité-là? Ben, on la gère pas encore vraiment, dans le sens où c'est tellement nouveau. Oui, on en parle depuis plusieurs années, mais je veux dire, là, on voit on est dans la vague, là, on est vraiment submergé par la vague. Je suis pas nécessairement d'accord avec celles et ceux qui disent qu'il faut bannir l'intelligence artificielle des salles de classe, parce que de toute façon, on sera pas capable. C'est comme coup d'épée dans l'eau. C'est comme bannir Internet aussi. Là, ben oui, exactement. C'était pas une bonne idée, puis ça n'aurait pas fonctionné. Ça n'aurait pas fonctionné. Puis d'ailleurs, on sait que c'est très utile, Internet, en éducation, donc pourquoi s'en priver? Je pense que ce qu'il va falloir faire, mais je ne sais pas encore comment, ni de quelle manière, ni à l'intérieur de quel cours on pourrait le faire, mais il faut former nos personnes étudiantes, nos futures personnes enseignantes, à la bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Là, un des enjeux qu'on a en ce moment, ce sont les étudiantes et les étudiants qui utilisent l'IA pour tricher. Et là, on doit mettre en place un certain nombre de façons de contrecarrer ça, que ce soit des examens écrits à la main, en présence à l'UQAM, ou des travaux où on permet l'usage de l'intelligence artificielle, mais ça doit être transparent. Alors, l'étudiante ou l'étudiant doit nous dire, ben, j'ai fait écrire le texte par l'intelligence artificielle, puis je l'ai retravaillé pour l'adapter en fonction du contenu spécifique sur lequel je devais travailler. Alors, il y a des façons de passer outre et puis de s'assurer que la tricherie n'est pas prévalente. Mais ça, c'est un enjeu minime dans l'immense enjeu de qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle en éducation. Je vous dirais que le jury est encore en train de débattre là, sur la meilleure façon d'aborder ces questions-là, mais c'est sûr qu'on s'y penche. Pierre Chastenay, merci beaucoup. Je vous en prie.